Je viens de l'histoire de l'art, comme Eric Langer l'a dit lorsqu'il a présenté les différents intervenants du panel. Et un des principaux biais par lesquels j'ai été amené à regarder le monde est donc celui de la création, mais aussi celui de l'imitation, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et particulièrement travaillant sur le Japon, j'ai été amené à réfléchir à ce que peuvent être la création et l'imitation, sachant que le Japon, d'une part, a été massivement, comme vous le savez sans doute tous, qualifié de pays propice à l'imitation, et que, d'autre part, il est l'un des pays qui, depuis une trentaine d'années, suscite le plus d'enthousiasme chez des gens, notamment des jeunes, qui ne sont pas japonais. C'est donc un pays non occidental qui n'a pas été colonisé grâce à une appropriation, à une assimilation rapide des savoirs occidentaux. Or, comme on le voit tous les jours, la création est devenue la valeur positive par excellence, qui unit la science, l'art, l'économie, tandis que l'imitation, elle, tend à être pourchassée partout où elle se manifeste. Celui qui crée de la valeur est favorisé socialement, favorisé économiquement. Celui qui, à l'inverse, reproduit son mouvement jour après jour, par exemple l'ouvrier, il va être de la même manière dévalorisé socialement, économiquement. Nous, bien sûr, enseignants pour la plupart, chercheurs dans les universités et centres de recherche, sommes jour après jour poussés à être innovants, poussés à être créatifs. Celui qui est créatif va pouvoir se faire entendre davantage que celui qui va répéter le même discours jour après jour. Donc vous voyez que nous sommes complètement pris dans cette logique-là. Il importe donc de l'interroger, cette logique qui me semble être au fond même de notre activité. Naturellement, cette logique, cette polarisation qui a une histoire, s'exprime en priorité du point de vue de ceux qui créent. Elle est fondamentalement, en tout cas comme on le voit historiquement, masculine, bourgeoise, elle est moderne, elle est logocentrique, elle s'exprime de la manière la plus naturelle, sous la forme transparente et assez redoutable, à vrai dire, du nous, en tout cas d'un certain nous, tandis que ceux qui ne créent pas, qui imitent, sont réduits ou tendent à être réduits à une altérité passive. Tour à tour, dans l'histoire, les peuples lointains, les peuples d'avant, les femmes, les enfants, les fous, ont pu, et plus particulièrement les uns les autres à certaines époques, être les objets réifiés de cette dynamique du nous. Cette polarisation de la création et de l'imitation est l'angle d'attaque à partir duquel j'aimerais aborder la question qui nous rassemble ici. Comme je l'ai dit à l'instant, les peuples lointains, on a pu les qualifier en termes de race, pendant longtemps, les Noirs, les Jaunes, ont été parmi les principales victimes de cette logique. Celle-ci a évidemment partie liée avec le colonialisme. C'est quelque chose qui a été beaucoup développé. Le colonialisme moderne repose en effet sur la logique transitive d'un sujet actif qui pense un objet passif, un ici qui pense un là-bas, un nous qui pense un eux. Dans cette logique, un sujet qui se dit autonome pense depuis ici un autre qui est objectivé à l'aide de catégories scientifiques organisées hiérarchiquement. Le racialisme, à la fin du XIXe siècle, a été, on va dire, l'apogée de ce mouvement. Ceci dit, on notera bien que de nombreux peuples ont adopté cette logique. Elle n'est pas uniquement une logique européenne ou occidentale. Les Japonais ont, depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe, adopté cette logique, reproduit cette logique, résisté à cette logique, et les Japonais ne sont pas les seuls. On la retrouve de même à l'intérieur des frontières d'un État entre une ethnie dominante et d'autres ethnies. C'est donc quelque chose qui est de l'ordre de la structure et qu'il faut comprendre comme tel. L'INALCO, dans sa structure, est évidemment l'héritier de cette logique qui a émergé au XVIIIe siècle, qui s'est développée au XIXe, au moment où la logique moderne
valorisant la création, a pris le pas sur la pensée classique, qui, comme vous le savez tous, valorisait, elle, l'imitation. Ou en tout cas, plaçait l'imitation en premier, avant qu'un, peut-être, travail de création puisse se faire jour chez quelqu'un qui a dépassé le maître. Ceci dit, il ne suffit pas de dénoncer l'histoire pour s'en affranchir. Ça ne marche jamais. L'objectif de mon intervention est de montrer les failles de cette logique avant d'en tirer des conséquences pour nos champs d'études dans un contexte, on va dire, postcolonial. Concrètement, après avoir précisé deux aspects, ce qui me semble être les deux aspects principaux de la relation mimétique, j'essaierai de montrer des contradictions internes de cette logique pour revenir ensuite à la question de l'INALCO et des structures d'enseignement, de recherche actuellement en discussion au sein de nos instances. Première question, donc, premier point, le mimétisme colonial et le mimétisme romantique. En effet, il me semble que pour comprendre le monde contemporain, il est très important de distinguer deux types de mimétisme. Celui que j'appelle le mimétisme colonial et celui qui est le mimétisme romantique. Le premier, le mimétisme colonial, vous pouvez par exemple vous référer à Homi Bhabha, mais bien d'autres en ont parlé, semble toujours partiel. Il semble toujours incomplet, voire étrange, ne serait-ce que parce qu'il opère entre des peuples, des races visiblement distinctes. C'est pourquoi tous les efforts à l'Est comme au Sud pour rattraper le Nord au XIXe siècle, au début du XXe, ont si souvent suscité la moquerie, la caricature de la part des Européens qui étaient les grandes puissances coloniales. C'est pourquoi aussi si peu d'artistes africains ou asiatiques sont représentés dans les collections d'art moderne ou aux États-Unis, ou en tout cas, lorsqu'ils sont représentés, ne sont pas représentés avec les artistes européens ou américains, mais dans des institutions à part. Le mimétisme colonial suscite du mépris chez ceux qui sont imités, de la frustration, à l'inverse, chez ceux qui imitent, car il ne fait que souligner le caractère peu réductible de la différente. Je préfère peu réductible ou difficilement réductible à irréductible, car la question ne se place pas en termes d'irréductibilité, mais de quelque chose de beaucoup plus relatif. Comme il se greffe en outre sur une hiérarchie établie, hiérarchie qui peut être militaire, économique, culturelle, et une représentation centrée de l'espace mondial, centrée qui peut être au pluriel, puisqu'il peut y avoir plusieurs centres, il donne à celle-ci une forme objective, presque naturelle. Ce type de mimétisme correspond de fait au régime dominant des relations entre l'Europe et tout cet énorme ensemble qu'on a qualifié comme l'Orient entre la fin du XVIIIe siècle et 1970 environ. Mais on le retrouve aussi, et je pense que c'est important de le dire, dans des relations, par exemple, s'agissant d'une sphère que je connais bien, du Japon avec la Corée ou avec la Chine tout au long du XXe siècle. Le mimétisme romantique n'est pas du même ordre. Quelque chose qu'il faut bien distinguer. Il est, lui, complet, il est symétrique, et il est transparent. Et il opère essentiellement, fondamentalement, entre des alter-ego. Quelqu'un comme René Girard a sans doute été celui qui le premier a montré dans ses premiers travaux, et je me réfère uniquement à ses premiers travaux, pas à ses travaux après les années 60, le mimétisme romantique désigne ce mécanisme caractéristique de la modernité où, pour pallier la disparition de la certitude de Dieu, chaque sujet entreprend d'imiter le désir de l'autre, c'est-à-dire la vérité du moment, en définitive, la mode, tout en refusant de l'admettre, pour se donner l'illusion de la nature quasi divine de son autonomie. Ce schéma est valable pour les individus, il l'est aussi à l'échelle des nations ou des groupes de population. Les peuples européens se sont toujours copiés les uns les autres, mais n'ont cessé de proclamer, comme vous le savez tous, et quel que soit le domaine concerné, la possession d'une spécificité, d'une origine particulièrement pure ou prestigieuse. Je cite Girard, « Plus ils se ressemblent, plus ils se rêvent différents ». D'une certaine manière, nos institutions, tout aussi respectables qu'elles sont depuis des décennies, jouent le même jeu à leur manière. On le retrouve aussi dans un contexte plus large. Les grandes puissances européennes ont très tôt établi des rapports de ce type avec l'Empire ottoman, idem avec le Japon, après l'ouverture des frontières de l'archipel au milieu du XIXe siècle. Par conséquent, quand on observe les relations que les pays occidentaux
ont entretenu avec les autres parties du monde entre la fin du XIXe et la fin du XXe, on constate toujours un glissement progressif d'un régime mimétique colonial qui est patent et dissymétrique vers un régime mimétique romantique, caché et symétrique. Et je crois que c'est vraiment dans ce glissement qu'il faut replacer l'essor des modernités non occidentales et asiatiques en particulier. C'est un travail fin de chronologie qu'il faut faire et qui reste à faire pour l'essentiel, car si des linéaments existent de ci, de là, ça n'a jamais été fait de manière précise. Je passe à mon deuxième point maintenant. Après avoir rappelé donc avec Baba que la critique de l'imitation a été un outil de domination du monde, un outil de domination coloniale, mais aussi avec Girard que la mimésis des désirs est un des moteurs secrets de la modernité, j'aimerais maintenant examiner à travers un exemple les contradictions internes de cette logique, de cette polarisation de l'imitation et de la création. En l'occurrence, celui que je vous propose depuis un petit moment derrière, des jardins japonais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit ces deux images, ces deux temples et enceintes de temples, un temple s'appelle le Tofukuji, qui est situé à Kyoto, très beau à la période des feuilles d'érable, c'est-à-dire maintenant. Vous voyez ces beaux jardins et on se dit, ah, on a vraiment affaire à là quelque chose comme l'essence, la quintessence de la culture japonaise et de l'esthétique japonaise. Certes. En fait, la réalité veut qu'un nombre très important des jardins secs qui sont visibles dans les temples japonais actuellement ont été soit rénovés, soit créés purement et simplement dans les années 30, voire après la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas pour celui-là qui a été créé en 1939 par Shigemori Mire. Ce n'est pas le cas du temple dans lequel il se trouve, mais le jardin lui-même a été créé en 1939. La valorisation et la recréation de ces jardins, qui étaient avant cette date pour la plupart en déshérence, sont l'expression d'un mouvement en définitive romantique, articulé de manière consciente à la lecture des auteurs européens, et en particulier allemands de la fin du XVIIIe, début du XIXe. Il y a un énorme mouvement romantique au Japon dans les années 30. Et quelqu'un comme le paysagiste Shigemori Mire, qui a joué un rôle fondamental dans la préservation et la protection, mais aussi la reconstruction de ces jardins secs, est en fait, l'image est un peu provocatrice, mais c'est à dessein, l'équivalent de Viollet-le-Duc pour l'architecture des châteaux en France. C'est évidemment extrêmement difficile à voir. D'imaginer que là, vous avez en fait affaire au château de Pierrefonds, c'est quelque chose que je comprends bien est un exercice difficile. Mais c'est absolument fondamental d'être capable de faire ce travail-là. Or, la réalité, c'est que généralement, nous ne le faisons pas, ce travail. Nous en restons à quelque chose de beaucoup plus superficiel. Autrement dit, l'originalité qui nous frappe, le nous ici pouvant être toujours déplacé, nous maintenant ici, mais ça peut être un nous ailleurs, elle est largement superficielle. Ces jardins ont l'air originaux, semblent originaux, mais empiriquement. Et c'est absolument essentiel de comprendre que cette impression d'originalité, elle est empirique. En revanche, on ignore complètement le mécanisme qui a permis leur renaissance-transformation, un mécanisme pourtant bien connu, c'est-à-dire la réinvention romantique d'un passé perdu en réaction à l'industrialisation et au développement de la pensée scientifique. Donc le paradoxe est le suivant. Bien que valorisant en principe le logos, la raison, la compréhension des mécanismes internes des choses, et qu'elle rejette, et bien que rejetant les pratiques imitatives, que fait le regard moderne dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre, ce qu'on peut appeler les études aréales? Eh bien, c'est le contraire. Il privilégie ce qui ressort de l'apparence. Il se désintéresse des structures historiques qui déterminent l'apparition des formes, et donc l'impression de différence. C'est un exemple parmi d'autres que j'ai pris ici. J'aurais pu en prendre bien d'autres. Par exemple, le cas de l'école de Kyoto. L'école de Kyoto est une école de philosophie qui s'est développée dans les années 20-30, que l'on présente très souvent comme typiquement japonaise,
comme ayant produit une pensée typiquement japonaise. Or, on sait très bien qu'elle est l'expression d'un système universitaire moderne mis en place au Japon à la fin du XIXe siècle, comme du reste ça a été noté tout à l'heure par l'un des intervenants, début du XXe siècle, et que cette pensée qui s'est affirmée comme typiquement japonaise est elle aussi une réaction romantique. En tout cas, on peut la qualifier de réaction romantique. Mais ce que montre l'exemple des jardins secs me semble particulièrement net, c'est que cette polarisation moderne de la création et de l'originalité n'est pas capable de se conformer à ses propres principes, contrairement à ce que dit la critique, mais qu'elle s'appuie sur l'expérience sensorielle, autrement dit sur des effets de ressemblance ou de dissemblance, donc sur des facteurs d'ordre mimétique. La polarisation création-imitation fonctionne donc dans les faits en contradiction avec les valeurs sur lesquelles elle est fondée, elle est viciée. C'est la raison pour laquelle elle génère du mensonge, des contorsions de toutes sortes, comme on le voit si souvent. Je pense que vous en avez l'expérience lorsque vous interrogez un artiste et qu'il vous explique avec tellement de difficultés que, bien oui, en effet, ma foi, il a reçu telles ou telles influences, mot qui est tout à fait caractéristique, puisque à l'origine, il s'agit d'un mot d'astrologie désignant l'influence des astres sur les individus, manière d'idéaliser naturellement le travail qui a été fait par l'artiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon à partir de ces analyses dans la perspective qui est la nôtre? Comment concevoir les études aréales? Mot que je préfère à études aréales à ère culturelle, qui est vraiment un terme que j'ai du mal à utiliser moi-même. Je trouve que le area studies est tellement plus clair tel qu'il s'exprime en anglais que je crois qu'une traduction littérale, eh bien, assumons d'imiter un petit peu. C'est aussi le sens de mon propos. La position et en particulier la position de l'INALCO, une fois qu'on a compris que les discours qui valorisent le logos, la théorie, la créativité du nous en marginalisant les pratiques dites imitatives, autrement dit l'apprentissage des langues, la traduction, la restitution des connaissances, l'ethnologie au détriment de l'anthropologie, etc. Alors, tout d'abord, regardons le bord externe. Sur son bord externe, c'est-à-dire en tant qu'institution au sein du paysage académique français, qu'est-ce que c'est l'INALCO? Il me semble que l'INALCO est typiquement, par excellence, le représentant du penser l'autre. Autrement dit, elle s'est développée au rythme de l'expansion coloniale, elle correspond dans sa structure, c'est-à-dire dans son rapport à l'université, comme dans son périmètre d'action, à une vision de l'autre comme objet direct, un objet créé ad hoc, mis à distance, externe, qui n'appartient pas en propre au nous, c'est-à-dire au centre, l'Occident ou l'université, suivant le point de vue dans lequel on se place, qui n'appartient donc pas au lieu où l'esprit se renouvelle dans la confrontation du monde. En revanche, si on regarde sur son bord interne, les choses sont très différentes. En interne, l'INALCO se pense comme un lieu d'adaptation, de médiation, qui met les gens en contact les uns avec les autres, aussi concret que possible. C'est pourquoi on y insiste sur l'apprentissage des langues, l'observation de terrain, l'expérience de l'autre, autrement dit des pratiques que je qualifierais dans un sens large de mimétique. C'est pourquoi aussi il y a au final tant de différences entre les départements de notre institution, car là encore on s'est adapté à la demande, alors que l'instauration dans les années 50-60 de normes fixes, comme par exemple des quotas ou des examens d'entrée, aurait maintenu une cohérence interne beaucoup plus grande, ce qui n'est pas le cas. On n'y a donc pas développé une approche conforme à sa fonction externe, et c'est peut-être historiquement l'un des endroits où, en France, on a le plus tendu vers l'autre, ce qui s'exprime à l'inverse par une méfiance chez certains vis-à-vis des discours théoriques qui, justement, tendent à mettre l'autre à distance. Donc, dans la perspective qui est la mienne, vous l'aurez compris, l'INALCO est à la fois un modèle et un anti-modèle. C'est un modèle au sens où elle valorise le contact, le terrain, l'observation attentive de l'autre, qu'elle permet de mûrir une réflexion dans le contact du réel, qu'elle permet de faire comprendre ce qui est au départ radicalement différent peut devenir partie intégrante de soi, que l'on peut décider d'être un peu japonais ou turc sans attendre l'autorisation d'un État, que l'on peut être pluriel, autrement dit. Et puis dans le même temps,
la structure de l'INALCO est problématique, pas tant pour l'INALCO elle-même que du point de vue plus général de l'université et de la recherche française. L'université française a besoin de se réapproprier ce qu'on appelait jusqu'à il y a peu couramment les langues zo, d'abord pour supprimer la mise à l'écart symbolique de l'Orient, du reste du monde qu'elle représente, c'est-à-dire à la fois formellement mais aussi institutionnellement, mais aussi pour faire sienne cette adhérence aux langues, cette adhérence au terrain, qui existe bien sûr ailleurs, naturellement, mais que les langues zo, l'INALCO incarne tout particulièrement. En revanche, et je terminerai là-dessus, si l'université n'est pas capable de donner toute leur place sur un pied d'égalité aux langues et cultures du monde, si la connaissance pratique des langues et des cultures est conduite à être au service de disciplines X ou Y, dans ce cas, il faut à l'inverse que l'Institut reste tel qu'on le connaît, pour justement défendre, même si c'est très insatisfaisant sur le plan institutionnel, une certaine manière de penser avec les autres, avec leur langue, leur culture, avec aussi la sérénité que donnent des acquis solides et bien assimilés, et non avec cette précipitation de l'esprit qui pense toujours devoir penser à la place des autres, quand en définitive, il ne dit ainsi que ses propres bornes. Je vous remercie.